Eh bien, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'une matière que j'apprécie particulièrement, qui est le SEO. On sait tous que aujourd'hui, un site internet sans SEO, sans référencement naturel, c'est compliqué de se positionner sur Google. L'enjeu pour aujourd'hui, ça sera effectivement de vous partager 10 points clés à mettre en œuvre pour vos sites internet pour optimiser votre référencement naturel avec présentation de quelques outils. L'objectif, effectivement, ce sera pour moi de vous partager, on va dire, ma boîte à outils quotidienne quand on travaille sur un référencement naturel de site internet. Voilà, ce sont des enjeux qui deviennent primordiaux et je suis ravi de pouvoir vous les exposer aujourd'hui. Donc, au programme de cette heure de webinaire, on va revenir sur la base de qu'est-ce que le SEO, quels sont les éléments à prendre en compte pour référencer son site et comment mettre en place une stratégie de référencement et aussi quels sont les outils à disposition, alors des fois gratuits ou pas gratuits, mais on va essayer de faire du gratuit pour que tout le monde puisse avoir une boîte à outils complète. Et l'objectif, effectivement, ça sera après que vous puissiez le mettre en place pour vos sites respectifs. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, et c'est un très grand plaisir, je suis accompagné de Laure Mathérèse. Laure, bonjour. Bonjour Stéphane et à tous. Alors, Laure a deux casquettes. Elle est la CEO de Circe Conseil, qui est spécialisée en stratégie marketing. Et elle est également la CEO de SurfNow. Et je vais la laisser se présenter, comme ça on vous en dira un peu plus. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai une double casquette et je vais utiliser les deux aujourd'hui. Premièrement, je dirige Circe Conseil, qui est une agence de conseil en communication. Je mixe stratégie, transformation et communication pour aider les entreprises à structurer leur communication autour de leurs produits et de leurs objectifs. Donc, j'ai vraiment un accès très orienté business dans la communication et dans l'utilisation des sites web. À ce titre-là, je suis vraiment ravie que le webinaire proposé par Stéphane rencontre du succès parce que quand on parle de site web et que les entrepreneurs souhaitent créer un site web, je trouve qu'il y a un manque d'éducation sur ce que c'est que le SEO. Il y a une partie qui est à peu près évidente pour tous, c'est la partie mots-clés. Mais le SEO efficace, qui marche, c'est beaucoup plus technique que ça, c'est beaucoup plus invisible que ça. C'est un peu comme les petites choses dans un moteur de voiture. Et la plupart du temps, et c'est bien normal, on s'attache trop à l'esthétique d'un site avant sa stratégie d'objectif. Et je suis très heureuse de travailler depuis plusieurs années maintenant avec Stéphane, à qui j'ai confié plusieurs sites, et j'ai toujours été satisfaite des résultats en termes de SEO, et c'est avec plaisir que je viens témoigner aujourd'hui avec ma casquette Circe. Merci beaucoup. Alors, on continue. Donc moi, je suis Stéphane Delplanque. J'ai quelques années à mon compteur d'expérience dans les métiers du web. Je suis gérant de la société Menestis Consulting, qui est une agence digitale qui est basée et à Aix-en-Provence et à Montpellier. On fait du développement de sites internet, mais également effectivement du référencement naturel, qui est une de mes spécialités. À côté de ça, je suis également enseignant vacataire au magistère des JC, c'est droit, journalisme et communication à la fac de droit de Sciences Po d'Aix-en-Provence, et également formateur WordPress. Voilà, et ça depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et pour vous présenter qu'est-ce que le SEO, petit rappel aux sources. Alors le SEO, voilà, j'utilise souvent ce graphique parce que je le trouve très complet et très didactique pour faire comprendre ce que le SEO. Alors tout le monde connaît effectivement la partie mots-clés, mais là on va se concentrer sur les différences, sur les trois autres aspects un peu plus cachés, comme le disait tout à l'heure très justement là, qui est la partie expérience utilisateur, la partie off-site d'un site internet, et la partie qui est dédiée souvent et reliée à Google, qui est la partie robot. Et on va tout de suite
On va tout de suite commencer par l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience utilisateur, souvent on appelle ça UX, c'est vraiment le lien qu'il y a entre un site internet et l'internaute et les émotions que ce dernier puisse reproduire. Là, pareil, quand on parle d'expérience utilisateur, on va parler d'ergonomie de site internet. Donc là-dessus, si on a par exemple un site e-commerce, on va parler, c'est là où le tunnel d'achat va être important pour que vous puissiez passer du produit à la finalisation de votre commande. On va penser aussi design pour tout ce qui est création et pour que ce site provoque des émotions. Et on va parler aussi marketing. Voilà, tout ça, ça fait effectivement un lien. Il y a un lien entre la confiance, l'ergonomie, la cohérence pour qu'on puisse avoir, un parcours client réussi. Quand on parle UX et expérience utilisateur, on parle aussi architecture d'information. Alors, je me suis amusé, effectivement, l'architecture de l'information, selon Wikipédia, c'est l'art et la science de l'organisation, de l'étiquetage des données pour soutenir la convivialité. Donc, on est en plein, effectivement, dans l'expérience utilisateur et l'UX. Mais plus concrètement, c'est quoi? Eh bien, en gros, c'est l'architecture de l'information, ça va être pour anticiper les comportements des internautes entre l'homme et la machine. On revient à, par exemple, rédiger des parcours types. Donc, on va parler aussi de persona. Cette persona, c'est une, une notion qui est de créer un client type pour qu'on puisse prévoir au moins les actions qu'il va créer sur un site. Du coup, ça revient à quoi? Ça revient effectivement à penser ces URL. Donc, ces URL, ce sont les adresses qu'on a sur le site et les terminaisons après le nom de domaine. Et chaque URL doit être structurée et comporter, si possible, des mots-clés. Donc là, déjà, dès qu'on commence à travailler l'architecture de l'information, on pense déjà SEO, on pense déjà à l'objectif d'un site Internet. Donc, l'architecture de l'information, du coup, c'est, en gros, plus l'URL va être longue, plus elle doit être précise. Je vais donner par exemple un exemple. Si on parle de basket, vous aurez dans l'URL votre nom de domaine, et puis après dans la barre d'adresse, vous aurez basket, basket blanche, etc. Voilà. Plus c'est long et plus l'URL doit être précise. Et à chaque fois, on se retrouve avec une catégorie et des sous-catégories qui sont directement en relation avec le premier niveau. On parle du coup de parents-enfants, donc basket, basket blanche, basket femme, basket homme. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'architecture de l'information et on le pense avant pour justement caler sur ces objectifs et faire en sorte que Google, quand il va commencer à lire le site internet, il puisse avoir une approche avec l'ensemble des mots-clés et de vos objectifs. Donc, j'ai mis un exemple juste après, justement pour structurer une architecture d'information. Donc, on a le nom de domaine. Donc là, c'est mon exemple.com. Puis après, la catégorie et après, la sous-catégorie. Une fois qu'on a l'architecture et qu'elle est validée, et si on peut y mettre quelques mots-clés, eh ben, ça prend déjà du sens pour Google, alors qu'on n'a même pas encore commencé à la rédaction des contenus. Ensuite, si vous allez sur le premier graphique, dans l'expérience utilisateur, on a aussi le temps de chargement. Alors, le temps de chargement d'un site internet, c'est directement lié aux performances de Google, parce que vous avez déjà plusieurs outils qui rentrent en ligne de compte. Et après, je vous ai mis quelques chiffres parce que c'était intéressant de savoir que la satisfaction client chute de 7% à chaque seconde de chargement du site. Donc, on dit que la moyenne d'un site pour charger, c'est environ 2 secondes. Après, donc, surtout quand on fait du e-commerce, on sait qu'effectivement, plus le site va être long à charger et plus vous allez perdre d'audience. L'autre chiffre, c'est 65% des consommateurs sont pas prêts à attendre 3 secondes. Alors, 3 secondes, on a l'impression que c'est rien, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, plus les les internautes en tout cas, sont moins patients sur le chargement des sites internet. Et du coup, et le dernier chiffre, et là, je trouve, il est vraiment, vraiment énorme. 73% des utilisateurs achètent depuis leur mobile
ont déjà trouvé la vitesse de chargement trop lente. Donc, la vitesse d'un mobile, le site doit être optimisé effectivement pour une expérience utilisateur réussie. Et c'est vrai que là, on s'attache beaucoup à de la technique au-delà de ce qu'on peut connaître sur le référencement naturel, qui est les mots-clés ou la rédaction de contenu ou choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans de la technique. La suivante, c'est effectivement deux outils que j'utilise très très régulièrement pour voir les performances d'un site internet. Ce sont deux outils qui sont gratuits et qui vous donnent une note. Donc c'est le PageSpeed Insight, ça c'est un outil Google. Google met à disposition. Si vous tapez sur Google PageSpeed, vous allez tout de suite tomber dessus. Il suffit de rentrer l'URL de votre site internet. Et ce dernier va vous faire une analyse sur la vitesse et les performances et même vous donner des axes d'amélioration souvent c'est sur les scripts ou les images qui doivent être optimisés pour pouvoir se rapprocher de la note maximale qui est 100. Voilà. Il vous donne aussi deux notes, une sur les desktops, donc tout ce qui est ordinateur classique, et une autre note sur la partie mobile. Voilà. L'autre outil, c'est GTmetrix. Alors GTmetrix, c'est intéressant parce qu'il donne un peu plus de données sur le temps de chargement, sur les éléments qui sont chargés, et ça permet de mieux voir comment on peut optimiser son site internet pour avoir des temps de chargement rapides. Voilà. Et là, il donne une note un peu comme une note de A à F, A étant la meilleure, F étant forcément la note la moins performante. Donc je reviens maintenant sur la partie sur mon petit graphique. On a vu effectivement la partie ergonomie, on a vu la partie architecture de l'information et temps de chargement. On va passer maintenant sur la partie off-site. Alors, qu'est-ce que l'off-site d'un site internet? C'est tout ce qui va être à côté de votre site internet et qui va faire la notoriété de votre site internet. Donc, sur la partie off-site, il y a des éléments qu'on retrouve régulièrement et sur lesquels on s'attache peu parce que parfois compliqué à gérer, parfois même un peu obscur. C'est la partie backlink. Alors la partie backlink, pour définir ce qu'est un backlink, c'est un lien entrant, c'est-à-dire c'est un site internet qui va faire un lien vers votre site internet ou une page de votre site internet. L'objectif d'un backlink, il est double. Il permet d'apporter aux nouveaux visiteurs de nouveaux visiteurs à un site, parce qu'effectivement, quand vous allez un lien et que vous êtes redirigé vers votre propre site, vous avez des nouveaux visiteurs, mais aussi de favoriser, et c'est là où ça devient intéressant, un meilleur référencement naturel. Donc, il y a une notion dans le backlink, souvent, qui est le lien, un backlink qui est en lien follow ou no follow, donc suivi ou pas suivi. Un lien no follow, en général, c'est quand vous faites un lien à partir des réseaux sociaux, par exemple, ou certains annuaires, les liens ne sont pas suivis, et là, vous avez un lien, ça vous ramène du trafic, mais ça n'aide pas à votre notoriété. Donc, l'idéal, effectivement, est d'avoir des liens suivis, donc des liens en follow. Pour ça, il y a deux manières d'interagir et d'acquérir des liens. Soit effectivement, vous avez un réseau et vous demandez directement aux personnes ou aux gens dans votre entourage, de votre secteur d'activité ou choses comme ça, de faire des liens, vos partenaires qui peuvent vous faire des liens pour les sites internet. Ou il existe aussi des possibilités de faire des campagnes, au même titre que des campagnes de Google Ads ou des campagnes Facebook payantes, de faire des campagnes d'acquisition de backlink. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir à pérenniser et à augmenter la notoriété de votre site internet. Plus vous aurez de liens, plus vous aurez de liens pertinents dans votre secteur d'activité, plus Google vous percevra comme légitime en termes de site internet et d'information.
que vous pouvez donner, et du coup, votre note augmentera et vous permettra de performer sur les mots-clés que vous aurez définis en amont. Pour ça, pareil, deux outils que j'utilise aussi très régulièrement, ce qui est alors SEMrush. SEMrush est un outil payant, effectivement, mais dans sa version gratuite, il donne quand même de bonnes notions de ciblage de backlink, et la Search Console aussi, pour voir effectivement les backlinks que vous avez à disposition et sur lesquels il faut entretenir pour pouvoir acquérir cette notoriété. Après, c'est vrai que chaque site, comme Majestic SEO, ce qui est un autre site sur lequel on peut travailler ces backlinks, donne une note comme ça au site internet, on appelle ça un score d'autorité. Ce score d'autorité, plus il est élevé, et plus le lien qui va vous être donné, vous allez pouvoir profiter de ce qu'on appelle le jus SEO et de cette notoriété. Voilà. Donc la partie backlink n'est pas une notion comme ça qu'il faut mettre de côté. C'est quelque chose à travailler très régulièrement, au même titre que vous pouvez le faire sur vos réseaux sociaux ou sur d'autres thématiques. Ensuite, dans la même veine que la partie backlink qui vient de l'extérieur, on parle aussi de linking naturel. Alors, un lien naturel n'est autre qu'un lien dans votre site internet que vous allez rajouter entre les pages. Ainsi, une page qui est une référence dans son domaine, il y a des chances pour que les sites abordant la même thématique fassent un lien aussi. En gros, le linking naturel, c'est quand vous traitez d'une thématique, l'idéal est de faire des liens sur des articles de blog ou des articles qui traitent de la même chose au sein de vos pages. Ça permet comme ça d'enrichir un champ lexical et ça permet de montrer à Google que vous maîtrisez votre sujet et vous maîtrisez votre domaine. Ensuite, on va passer à une autre partie qui est là aussi très technique, c'est la partie qui est dédiée aux robots. Donc, alors les robots, on peut les appeler, on voit souvent, on appelle ça des bots. Donc, ces robots, ils vont passer sur votre site internet. On en voit quand on regarde, quand on rentre dans la technique, on voit effectivement les connexions sur un serveur. Et on voit effectivement que les robots vont s'attacher à l'analyse de vos scripts qui sont dans votre site internet. Il va analyser aussi si votre site web est bien écrit, donc ça c'est les normes HTML. Et le premier élément que tout site internet doit avoir, c'est le sitemap. Donc comme son nom l'indique, c'est effectivement une carte du site internet. Le sitemap permet d'informer les moteurs de recherche sur l'ensemble des pages qui existent sur votre site, que ce soit des pages, que ce soit des articles, que ce soit des produits, que ce soit des commentaires sur un forum. Et à côté de ça, on doit... Alors l'outil à utiliser là-dessus, c'est effectivement la Search Console. Qui est un outil gratuit mis à disposition par Google sur lequel on va envoyer le lien d'un sitemap et que Google va prendre pour référence pour analyser toutes les pages de votre site internet. Ça fait partie des éléments à prendre en compte. L'autre élément que les moteurs vont prendre en compte, et Google est très fort pour ça, c'est la partie duplicate content. Alors, je ne vous encourage pas à faire des copier-coller de vos contenus, loin de moi cette idée, mais effectivement, c'est la reproduction de contenu à l'identique. Alors, parfois, c'est effectivement plutôt facile en disant je vais faire un copier-coller et puis je vais changer 3 mots. Google n'aime absolument pas ça et effectivement, vous risquez du coup une pénalité dans votre référencement si vous dupliquez les pages de manière
avec trop de copies. Voilà. L'idée, c'est toujours d'avoir du texte bien écrit, du texte valorisant vos services, vos produits, et avec un maximum d'informations pour que l'internaute puisse et le comprendre et soit et comprenne effectivement la manière dont vous gérez vos services et surtout votre métier, quoi. Le dernier point, parce que effectivement, je vais essayer en tout cas de ne pas être trop technique. On a la partie, et ça, ce que tout le monde connaît, la partie on-site. Alors, la partie on-site, c'est directement lié à votre site internet, directement lié à la partie des contenus. Donc, c'est une grosse partie sur laquelle tout le monde peut interagir de manière simple pour pouvoir au moins se positionner sur les moteurs de recherche. Alors là-dessus, Laure, je vais te laisser la parole sur la partie mots-clés avec ta casquette SurfNow. Ah oui, avec SurfNow. Alors là, outre mon activité pour Circe, j'ai créé une société il y a 1 an et demi qui s'est avérée une start-up. Ça s'appelle SurfNow et c'est vraiment un outil digital destiné aux écoles de surf pour mieux organiser leur planning et aux élèves pour permettre de réserver leurs cours de surf en ligne. C'est un domaine qui est assez concurrentiel, surtout en termes de contenu. Et quand j'ai développé la société, j'ai évidemment fait appel à Stéphane pour créer le site web. Et dans un deuxième temps, pour vraiment optimiser mon SEO. Tu veux que je parle plus du site web ou des mots-clés là, Stéphane? Non, parce qu'un bon site, c'est à la fois un site qui marche, c'est un site qui est bien structuré, comme vient de l'expliquer Stéphane, par la mise en place d'un certain nombre d'outils, de techniques qui font de l'efficacité qui ne se voit pas. Il y a aussi, bien sûr, le côté beau qui est appréciable par tout le monde. C'est avoir des bons visuels, avoir un bon logo, avoir une charte graphique cohérente, mais c'est aussi avoir du beau contenu, beau et bon. Dans les contenus, il y a bien sûr principalement les textes. Et pour SurfNow, j'avais une problématique. J'ai levé des financements et j'avais alloué une certaine somme pour l'été dernier pour de la publicité. J'avais alloué 5 000 € de publicité sur 2 mois d'été dans mon budget. Et j'ai hésité. Je me suis dit, je vais sur quel mot-clé m'engager. Alors, j'ai tweeté certaines choses, mais j'étais pas très sûre de moi. Et finalement, j'ai fait faire un audit à Stéphane sur les mots-clés qui étaient pertinents sur mon secteur. Et au début, j'avais vraiment peur de gaspiller une partie de ce budget dans un audit qui m'aurait dit l'évidence. Et bien m'en a pris, en fait, pas du tout. Ça m'a permis d'orienter. D'abord, c'était pas si évident que ça, les mots-clés. Il y avait des choses qui sont révélées être assez surprenantes. Et surtout, j'ai pu après allouer mon budget. D'abord, il s'est avéré que je n'avais pas besoin de faire de publicité sur certains mots-clés, ce qui me permettait d'optimiser mon référencement. Et donc, j'ai pu allouer mon budget sur d'autres choses, sur des relations presse, sur des outils, sur de la PLV, des choses comme ça, des goodies, des choses un peu plus sexy. Et donc, ça m'a fait gagner beaucoup de l'argent, puisque au lieu de mettre cet argent dans la publicité, je l'ai mis ailleurs. Du temps, puisqu'en fait, j'ai pu rédiger des textes exactement sur les mots-clés qui avaient été désignés par l'audit. Et c'est-à-dire que je n'ai pas rédigé plein d'articles, j'ai rédigé juste les articles dont j'avais besoin. Et ça m'a fait gagner donc plein de temps et de l'énergie aussi. Et surtout, ce que moi j'ai apprécié en tant qu'entrepreneuse, c'est que ça m'a donné confiance dans les actions que je menais. C'est-à-dire que je savais que ce que je faisais était efficace. Est-ce que c'était clair? C'est super clair. Merci beaucoup, Laure. Alors, effectivement, on va parler mots-clés. Tac. Alors, les mots-clés, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement le choix des mots-clés désigne le fait de trouver les mots et les phrases que les internautes utilisent lorsqu'ils recherchent des informations.
Il s'agit aussi de déterminer le volume de recherche relatif à ces expressions, ainsi que le niveau de concurrence. Effectivement, quand on parle de mots-clés, ce n'est pas, comme le dit Laure, on peut intuiter certaines choses, mais parfois on se retrouve avec des petites surprises, parce que quand on est dans une branche, alors peu importe le métier que vous pouvez faire, mais effectivement, on a souvent un langage technique qu'on va utiliser qui n'est pas forcément celui des internautes. Et c'est vrai que quand on fait du référencement naturel, l'objectif, c'est de mettre en relation un service ou une demande avec la manière dont va le taper l'internaute. C'est vrai que nous, on a des cabinets d'avocats, par exemple, où on va parler de matière sur le droit des affaires ou le droit de la famille, là où les internautes vont taper une requête du type avocat divorce. Voilà. Du coup, effectivement, on se retrouve, alors on n'est souvent pas très loin, mais l'objectif reste quand même de faire en sorte qu'un internaute qui lance une requête sur Google, puisse effectivement retrouver tout de suite le site internet sur lequel il va pouvoir trouver sa réponse. Donc comment on fait ça? Effectivement, là aussi c'est un outil. Personnellement, je suis assez fan de SEMrush. Alors là, j'ai mis un exemple effectivement pour une école sur laquelle j'interviens de temps en temps, qui était un exercice. Et là-dessus, alors l'idée, c'est pas de regarder effectivement les mots-clés, c'est plutôt de voir ce qu'on a à disposition en termes de métriques, justement pour se dire, voilà, par exemple, si je prends le premier, là, qui est Epitech et École, il va se retrouver en première position avec un volume de recherche de 140 recherches par mois sur Google France. Ce sont des données issues de SEMrush. Alors, l'idée, effectivement, c'est de savoir de quelle manière les internautes vont interagir pour rechercher cette donnée et de voir effectivement si la notion, parce qu'on a des petites lettres maintenant, on peut savoir si l'intention quand je cherche un mot-clé, je tape un mot-clé, si l'intention elle est de donner une recherche d'information ou si c'est typiquement faire une recherche pour une transaction commerciale. En général, quand vous tapez prix lave-linge, on sait que derrière, vous allez rechercher une information et potentiellement à faire un acte de conversion pour acheter un lave-linge. Donc l'idée, effectivement, c'est de se baser là-dessus et de faire en sorte de retrouver, on va dire, l'ensemble des mots-clés qui seraient directement liés à votre thématique, à vos services, et que les internautes puissent vous retrouver. Et à côté de ça, une fois qu'on a défini ces mots-clés, il y a plusieurs liens qui sont directement liés à votre site internet et sur lesquels on va effectivement voir la suite à travers plusieurs exemples. Le tout premier, en tout cas, on en a déjà parlé quand on parlait d'architecture de l'information, c'est effectivement l'URL de page. Donc l'URL de page va, comme on disait tout à l'heure, faciliter l'expérience utilisateur en donnant des informations précises sur le contenu, mais effectivement aussi l'indexation de vos pages dans la SERP. Alors SERP, c'est la page des résultats de Google. Et cette URL de page, l'idée, effectivement, c'est en plusieurs points. Voilà. C'est effectivement le premier, ça va être déjà de bien choisir votre nom de domaine. En général, si vous êtes une marque connue, on réserve le nom de domaine qui est lié à sa marque. Donc déjà, ça vous fera un trafic de marque. Et puis après, l'idée, c'est aussi de donner confiance aux internautes. Ensuite, sécuriser son URL, insérer des mots-clés, effectivement, dans vos titres, dans la rédaction d'URL. Comme on voyait tout à l'heure, et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si vous avez effectivement, vous vendez des baskets, et vous pourrez bien avoir la catégorie basket, puis basket femme, basket homme, basket enfant, et à partir de là, on peut encore décliner sur par exemple, des marques, différentes marques, ou même différentes couleurs ou différents modèles. Voilà. L'idée, c'est effectivement déjà, si on a déjà ça dans URL, ça va déjà, c'est le premier point en tout cas sur lequel va pouvoir se positionner Google et vous trouver. Un exemple qui est souvent très bien fait, je prends souvent quand je donne des cours, l'exemple de Sarenza. Sarenza a effectivement toutes ces structures qui est parfaitement mis en place
et qui permet à Google, quand vous tapez une requête, de tomber dans les premiers résultats. Ensuite, il y a des petites notions comme ça, des petits points, des petits tips techniques. On va pas faire des grandes chaînes de caractères, on va plutôt limiter à 50 ou 60 caractères dans les URL pour être le plus précis possible. Et on va utiliser des tirets comme séparateur de mots plutôt que de tout concaténer. Et enfin, on va limiter dans l'idéal, bien sûr, après ça dépend effectivement de ce que vous avez à dire ou ce que vous vendez des fois, on va limiter à 2 niveaux la profondeur des répertoires. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir basket, homme, et puis après, on va pouvoir décliner le produit dans son URL. Ça, c'était, voilà. Et il y en a un autre que très peu de personnes connaissent, qui est ce qu'on appelle l'URL canonique. Alors, l'URL canonique est souvent peu utilisé, mais pourtant est tellement, on va dire, identifié par Google. C'est-à-dire que l'URL canonique, c'est effectivement quand vous avez deux parties, vous avez, imaginons, une page et une page qui est imprimable, et souvent c'est un PDF, on va indiquer à Google que le PDF fait référence à une page principale, et du coup, il va pouvoir indexer ce contenu au même titre que la page principale. Comme ça, on gagne aussi un peu d'autorité sur cette page, et on va pouvoir le faire remonter dans son référencement. L'autre partie, effectivement, c'est de faire des redirections 301 pour éviter effectivement qu'on se retrouve avec des doublons ou parfois même du contenu dupliqué sans le vouloir. C'est pour ça que dire à Google que quand on change l'URL d'une page, on la redirige avec une nouvelle URL et une redirection 301, ça permet d'avoir plus d'autorité aux yeux de Google. Le huitième point dans les 10 points clés de votre référencement, c'est la partie, ce qu'on disait tout à l'heure, la rédaction de contenu. Alors, la rédaction de contenu, c'est un des points clés, effectivement. Mais il faut toujours penser, alors il y a des choses quand on rédige du contenu, il faut toujours penser ce qu'on appelle l'intention de recherche. C'est-à-dire que on va toujours faire, un texte n'est pas là, effectivement, on va pas créer un texte et saupoudrer de mots-clés pour se dire, bah tiens, j'ai mis tous mes mots-clés, tout fonctionne. Effectivement, puisque les moteurs de recherche favorisent le contenu qui répond aux besoins des utilisateurs, l'idée, c'est effectivement de se mettre à la place de l'internaute ou de créer son persona et de se mettre à la place de son persona et se dire comment je vais pouvoir répondre à l'intention de recherche d'un internaute. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, je suis avocat en droit de la famille. On a vu que les mots-clés, c'était avocat divorce. Comment je vais pouvoir inclure cette notion pour que quand les internautes vont taper avocat divorce, on puisse se retrouver avec les pages qui ressortent au premier niveau. Et bien, c'est effectivement de rédiger du contenu avec l'ensemble de ces mots-clés, mais en indiquant, en répondant aux questions qui peuvent se poser et en ayant du texte qui va répondre de manière significative à une question qui va être souvent, par exemple, je reprends toujours un exemple, comment je fais pour divorcer? Voilà, il faut effectivement aussi garder à l'esprit que l'expérience utilisateur, quand vous avez une lecture sur un écran, il faut souvent des paragraphes assez courts et faire ressortir visuellement, alors avec souvent mettre en gras, du signé ou de l'italique aussi, ça peut arriver, les éléments pertinents de votre contenu. Tout ce qui doit être valorisé doit être mis en exergue. Google va le prendre en compte et du coup va pouvoir vous positionner sur l'ensemble de ces mots-clés. Alors, quelques outils là-dessus aussi qu'on peut utiliser pour rédiger du contenu. Ce sont des sites internet que vous tapez sur Google et que vous allez pouvoir récupérer. Il y a Also Ask, effectivement, qui est un outil sur lequel on a quelques questions. On sait que Google est assez friand
des contenus qui vont pouvoir répondre à une question, parce que effectivement, ça permet de garder le principe d'intention de recherche, c'est effectivement répondre à une question. Un autre site qui est Answers the Public aussi, qui va lui donner un ensemble de possibilités, Quora. Et je me suis permis de rajouter ChatGPT parce que effectivement c'est très tendance en ce moment et on pose une question et il vous découle voilà un texte assez souvent assez pertinent basé sur un ensemble de mots-clés sur lesquels il va retrouver. Alors on sait maintenant que Google va mettre en place des outils comme ça pour justement contrer un petit peu toute la partie ChatGPT. Après, je pense que dans une utilisation, c'est comme tout, hein, si c'est trop abusé, forcément, c'est pas bon, mais pour se donner, si vous faites vos propres contenus, pour vous aider à vous lancer, je pense qu'effectivement, ça peut être un bon outil sur lequel il va initier quelque chose. Mais à mon sens, en tout cas, rien ne remplacera jamais ni votre expertise, ni votre savoir-faire, ni la manière dont vous gérez votre entreprise. Et défendre vos valeurs, c'est pas voilà, c'est pas un outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir les défendre à votre place. Donc, voilà, plusieurs outils là-dessus. Et une fois qu'on a on a rédigé son contenu, alors soit vous le faites directement sur votre site, soit vous le faites effectivement parfois au brouillon, et puis après on va pouvoir l'intégrer sur notre site. Pour ça, il y a des normes à respecter qui sont souvent reliées directement à votre site internet. Alors vous avez plusieurs structures. Une structure, la partie effectivement un peu technique de la rédaction de contenu, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle les balises HN. Donc dans vos CMS ou dans les outils que vous utilisez, vous avez souvent vous avez soit le paragraphe, soit titre 1, titre 2, titre 3. Alors le titre 1, c'est souvent il doit être utilisé en tout cas pour le titre de l'article, c'est le titre qui est en premier, c'est le titre qui doit comprendre l'ensemble de vos mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Et les titres derrière doivent être utilisés pour les paragraphes et les sous-paragraphes. Cette nomenclature, en tout cas, doit être utilisée le plus proprement possible pour que Google puisse avoir une lecture de votre contenu la plus efficiente possible. Voilà. Donc pour un petit rappel aussi, on a quand vous remplissez du contenu, quand vous saisissez votre contenu sur le site internet, donc au-delà de cette balise, de ces balises HN, vous avez vous avez normalement, sinon on peut se poser des questions, la balise de titre. La balise de titre va être utilisée, alors souvent c'est c'est le titre de votre article, ou dans certains outils où on peut aussi les modifier, mais cette balise de title va être utilisée pour Google pour c'est la première ligne que vous allez voir dans une page de résultats. Donc, le petit conseil là-dessus, c'est effectivement que cette balise title, elle doit être unique et comprend votre mot-clé cible. Voilà. Elle doit comporter entre 55 et 60 caractères. Pourquoi? Parce que effectivement, dans une page de résultats Google, si c'est trop long, Google va la couper, donc l'internaute n'aura pas tous les mots-clés. Et effectivement, ça envoie un message qui correspond exactement au contenu à intention de recherche. Si le contenu ne répond pas aux attentes des utilisateurs, ils quitteront la page après avoir cliqué. Donc l'idée là, c'est quand un internaute va voir votre titre de page, il puisse la retrouver dans votre balise H1 et la retrouver aussi dans votre premier paragraphe, au moins l'idée générale et certains mots-clés qui sont directement liés au titre de cette page. L'autre partie, après la balise de titre, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Alors, normalement, tous les outils CMS pour gérer vos contenus permettent de mettre une métadescription sur chaque page. Et de la même manière, cette métadescription doit contenir des mots-clés cibles, au même titre que votre balise de titre,
Vous pouvez inclure des appels à l'action ou des émotions. Là, j'ai pris l'exemple de Zalando. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il fait une description très précise de la page, de ce qu'on va trouver sur la page, avec des éléments un peu marketing, sur laquelle on a le livraison et retour rapide. C'est rassurant pour l'internaute et ça incite à aller cliquer sur cette page pour retrouver, pour aller commander. Elle doit être unique. Souvent, on retrouve sur les sites internet des métadescriptions copier-coller. Alors, l'idée, c'est pas ça. Quand on travaille son référencement naturel et son SEO, effectivement, chaque page doit avoir un mot-clé identifié et chaque page doit avoir sa propre métadescription pour qu'on puisse avoir une cohérence sur l'ensemble des pages. Voilà. L'idée, effectivement, c'est d'offrir une raison convaincante de visiter la page en question avec des éléments marketing, par exemple. Voilà, Google encourage l'inclusion de certaines informations disséminées dans la page, comme le prix et ou le fabricant. Vous faites du e-commerce. Le dernier point de ce webinaire, ça va être le maillage interne. Alors, on a vu tout à l'heure, c'est directement en lien avec l'architecture de l'information dont on a parlé tout à l'heure. C'est directement aussi en lien avec le LinkedIn naturel. Mais effectivement, l'idée, ça va être de faire des liens. Alors souvent, je prends l'exemple d'un site e-commerce. Un site e-commerce sur lequel vous avez une page produit. Vous avez souvent, on a le titre du produit, le tarif, tout ce qui va faire cette page produit de la manière la plus efficace possible, avec une description, avec la plupart du temps, et ce qui, moi, j'apprécie particulièrement, c'est au sein de ces fiches produits de pouvoir inclure souvent soit des produits connexes, et pourquoi pas même, sur certains sites, on le voit régulièrement, des articles de blog au sein de la fiche produit, qui vont permettre effectivement de créer un référencement, un maillage interne, avec le même champ lexical qui est utilisé. On peut donner un exemple, par exemple, si vous allez voir le site de Leroy Merlin, en général, vous avez une fiche produit, vous avez des catégories produits, et au sein même de ces catégories produits, vous avez des articles de blog qui vont appuyer le référencement naturel de la catégorie sur laquelle vous êtes. Si vous prenez des abris de jardin, vous allez trouver un article de blog sur les articles jardin, comment monter son article jardin, comment l'entretenir, des choses comme ça. Ça appuie le référencement et ça permet effectivement de travailler ce qu'on appelle les silos sémantiques pour avoir au sein d'une même catégorie un ensemble de mots-clés sur lesquels ça va se regrouper et sur lesquels on a de la pertinence. Pour illustrer tout ça, j'ai fait effectivement, je vous ai mis comme ça un petit graphique où on comprend mieux l'intérêt de faire un maillage interne. On le voit entre les pages mères, les pages filles et les pages petites filles. Effectivement, plus ça se croise au sein même d'un silo sémantique, et plus vous aurez de la pertinence à vous positionner sur un mot-clé généraliste. Voilà. Et enfin, le dernier point, les liens externes. Les liens externes font partie effectivement du maillage. Les liens sortants signalent effectivement à Google que votre page est d'une certaine manière liée aux pages de destination, ce qui permet au moteur de recherche de commencer à établir un contexte entre plusieurs sites. C'est directement lié aussi au backlink, dans la même notion, mais là c'est vous qui allez envoyer un lien vers l'extérieur. Et effectivement, les textes d'ancrage doivent être appropriés, basés sur des mots-clés, pour transmettre l'autorité à d'autres domaines, mais aussi pour indiquer à Google que le sujet traité par votre page et les pages de destination ont un lien avec votre propre site. Voilà. Et le dernier point, et j'espère que vous pourrez tous en profiter, c'est l'ensemble des outils qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc Google Analytics pour tout ce qui est statistique, la Search Console qui est un outil aussi gratuit pour suivre votre référencement naturel. SEMrush, qu'on a évoqué, donc pour tout ce qui est recherche de mots-clés et recherche de backlink.
Majestic SEO aussi, que j'utilise régulièrement pour la partie, backlink. Et enfin, un outil que j'apprécie pour rechercher, faire une recherche sur les parts de marché que vous pourriez acquérir en travaillant en SEO, qui était SimilarWeb, qui vous donne pas mal d'informations, même en mode gratuit. Et voilà, ça peut toujours, c'est des choses qui peuvent toujours servir. Vous pouvez les tester, vous pouvez mettre vos URL derrière et, faire en sorte que tout ça prenne vie en faisant du référencement naturel. Voilà, pour aujourd'hui, et je vois l'heure qui avance, on a terminé ce webinaire. Si vous avez des questions, vous avez un petit forum qui est à votre disposition et moi je peux avec plaisir répondre à l'ensemble de vos questions. Pour ceux qui sont restés, comme je vous l'avais indiqué dans les mails que vous avez reçus ou sur notre post LinkedIn, mon assistante commerciale vous recontactera si vous souhaitez un audit gratuit avec moi pour voir les performances de votre site internet. Ce sera avec très grand plaisir. Je vois qu'on a une question de Swazik. Comment combiner un bon référencement et une démarche éco-friendly? Et ben en fait, pour répondre à cette question, c'est alors quand vous parlez de éco-friendly, je suppose que vous parlez de sites avec ce qu'on appelle effectivement un peu à faible utilisation de ressources. Des sites éco-conçus, exactement. Et ben en fait, ça va être tout basé sur la ressource et l'utilisation des ressources et des scripts. Un site éco-conçu doit respecter les bonnes pratiques du web. Alors, elles sont là depuis plus de 20 ans, sans problème. C'est-à-dire l'optimisation des scripts que vous utilisez si vous faites par exemple des animations ou si vous faites des animations. L'utilisation aussi de la base de données pour éviter que les ressources soient démultipliées quand on travaille avec une base de données. Par contre, justement, l'avantage de faire un site éco-conçu, c'est l'optimisation de la ressource. Google va prendre en compte dans son référencement la manière dont est conçu le site. Si vous avez plus de scripts, il va analyser voilà, le taux de script et le taux de contenu réel. Si vous avez moins de scripts et beaucoup plus de contenu, vous aurez une meilleure note pour votre positionnement. Donc, la combinaison, enfin, combiner un site éco-conçu et un bon référencement naturel, on ne peut au final que l'encourager parce qu'un site éco-conçu respecte les bonnes pratiques. Optimisation des images, optimisation des bases de données, optimisation de l'ensemble des JavaScript utilisés pour faire fonctionner votre site. Donc, c'est un ensemble de bonnes pratiques et effectivement, pour moi, ce n'est pas, si je dois reprendre votre question, effectivement, on ne combine pas, mais faire un site éco-conçu favorisera, à mon sens, le référencement naturel. Je vous remercie Anne pour votre remarque. Oui, effectivement, il y aura un replay qui sera à disposition. Donc, je pense que ça pourra répondre à votre question. Alors, Swazik nous fait une remarque qui est très pertinente. Elle constate que beaucoup de sites multiplient les pages pour chacun des produits, effectivement, parce que, pour la simple et bonne raison que quand on va utiliser, quand on va faire de la publicité en ligne, telle Google Ads pour le shopping, des choses comme ça, Google a du mal à intégrer les variations. Alors, les variations, ça peut être, par exemple, si vous prenez une basket, une couleur, on va la mettre, vous la bleu, jaune, blanc. Effectivement, il a du mal. C'est pour ça que les sites multiplient effectivement les fiches produits par exemple, une basket par couleur, parce que Google a du mal à intégrer ce système de variation.
Alors oui, WordPress peut être effectivement conçu, peut être compatible avec un site, peut être un site éco-conçu à partir du moment où on optimise WordPress, où on optimise sa base de données et on va limiter l'ensemble des scripts qu'on va utiliser. C'est pour ça que des fois, prendre un certain builder comme Divi, Avada ou d'autres peut être du coup ne va pas faire partie d'un site éco-conçu parce ils vont naturellement poser beaucoup de scripts pour que quand on va mettre à jour le site internet, bah, tout soit pris en compte au niveau des fonctionnalités. Donc oui, WordPress peut être un site éco-conçu. D'ailleurs, nous, on développe des sites WordPress, on les optimise au niveau des scripts pour essayer d'en utiliser le moins, mais c'est vrai que c'est un jeu de compromis entre la manière dont le site va être géré par le client derrière et la manière dont les scripts vont être utilisés par WordPress. Voilà. Donc, avec plaisir pour toutes ces questions. Voilà. Et s'il n'y a plus de questions, un autre webinaire pour l'éco-conception. Et bah, pourquoi pas, c'est une idée, c'est une idée en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Mais oui, pourquoi pas, c'était une idée de webinaire. Ouais. Voilà. Et Swazik te dit Laure, merci pour ton témoignage. Merci, merci. J'espère que ça a été utile. Voilà. Oh, bah écoutez, on va terminer ce webinaire pour aujourd'hui. Laure, je te remercie beaucoup de ta participation. C'était un super échange et un super moment. Ouais, moi, si les gens sont encore là, je ne les vois pas, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir sur quoi est-ce qu'ils souhaiteraient être interrogés, sur quoi ils aimeraient être stimulés si tu fais d'autres webinaires, parce que ça fait partie des questions qu'on peut se poser aussi justement pour répondre réellement à vos besoins et utiliser des ressources à bon escient et faire des webinaires éco-conçus. Mais l'éco-conception, oui, c'est un sujet qui revient souvent. C'est une bonne idée. Mais si vous avez d'autres idées, je pense que c'est intéressant de les entendre. Tout à fait, tout à fait. Enfin, il nous reste encore quelques minutes. En tout cas, on pourra toujours faire un webinaire sur la partie sémantique d'un référencement. C'est un sujet qui est large et sur lequel on peut en parler pendant plusieurs heures. Voilà. En tout cas, bah, pour ceux qui sont encore présents, je vous remercie. Ça sera effectivement mon assistant commercial Melka qui reprendra contact avec vous si vous souhaitez un audit gratuit pour votre site internet. Afin qu'on puisse fixer un rendez-vous et que c'est moi qui vous rappellerai derrière avec grand plaisir. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis j'espère à très très bientôt. À Au revoir bientôt. à tous. Au À revoir. bientôt.